Avant d'aborder cette dernière séquence, passons en revue ce que nous avons vu dans les deux premières. Le fond cosmologique est très homogène et très isotrope, c'est ce que nous a montré d'abord l'observation de Penzias et Wilson, puis celle plus détaillée du satellite Kobe, et ceci pose des problèmes de causalité. En effet, comment comprendre que deux points qui sont dans le ciel très éloignés l'un de l'autre, suffisamment éloignés pour qu'ils n'aient jamais pu échanger d'informations depuis le Big Bang, aient exactement les mêmes propriétés? C'est cette question-là qui se pose, et pour la résoudre, les théoriciens ont introduit la théorie de l'inflation, une théorie qui suppose qu'il y a eu une expansion extrêmement rapide de l'évolution de l'univers juste après le Big Bang. Cette expansion extrêmement rapide expliquerait comment tous les points que nous observons dans le ciel sont reliés causalement, c'est-à-dire par des relations de cause à effet. Nous allons voir aujourd'hui, en étudiant plus en détail ce scénario d'inflation, qu'il prédit aussi de petites fluctuations dans le fond cosmologique. Ces fluctuations ont été observées aussi par le satellite Kobe, par une équipe dirigée par George Smoot, qui a reçu le prix Nobel pour cette découverte, et que nous recevrons au cours de cette séquence. Commençons par discuter un concept qui va s'avérer très important, celui de vide quantique. Le vide est une notion assez riche qui veut dire des choses différentes pour un occidental ou un oriental. Dans le cas de la physique quantique, c'est une notion particulièrement importante. Le vide, dans le langage de tous les jours, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé, quand on a fait le vide. En physique quantique, c'est un petit peu différent à cause des fluctuations. Vous avez par exemple ici l'exemple de fluctuations quantiques qui jaillissent du vide. Vous avez une paire d'une particule et de son antiparticule, un électron et un antiélectron, qui vont jaillir du vide et qui vont créer une fluctuation d'énergie, mc2 pour l'électron, mc2 pour l'antiélectron, donc une fluctuation d'énergie 2mc2, qui a l'air incompatible avec la conservation de l'énergie, mais la conservation de l'énergie en mécanique quantique nous dit que ce type de fluctuation est possible pendant un temps très court. Donc la particule et l'antiparticule, l'électron et l'antiélectron vont se réannihiler, et si tout ce processus a duré un temps très court, c'est compatible avec la conservation de l'énergie du point de vue de la mécanique quantique. Alors imaginez ce type de fluctuation qui apparaît de très nombreuses fois dans tout l'univers. Ces fluctuations vont contribuer à l'énergie du vide. Et comme nous avons vu que toute forme d'énergie participe à l'expansion et induit de l'expansion, eh bien cette forme d'énergie du vide va contribuer à l'expansion de l'univers et donc être mesurable. Je viens de parler d'antiélectrons, d'antiparticules. Les antiparticules forment l'antimatière, un sujet qui fascine. Pourtant, l'antimatière est aussi ennuyeuse que la matière ordinaire. C'est simplement l'autre versant de la matière. Ce qui est fascinant, c'est que matière et antimatière peuvent s'annihiler. C'est ce que nous avons utilisé pour discuter des fluctuations. Du vide peut jaillir une fluctuation particule-antiparticule, et cette particule et cette antiparticule peuvent de nouveau s'annihiler en vide. L'antimatière, les antiparticules sont un vaste sujet que nous n'aborderons pas plus ici puisque notre sujet principal est la gravitation. Commençons par préciser un petit peu le principe du scénario d'inflation, et pour ce faire, je vais utiliser une comparaison simple, celle d'une montagne russe. Quand vous abordez une montagne russe, vous commencez par monter pendant une minute ou deux, et en montant, vous accumulez de l'énergie de pesanteur que vous allez restituer pendant la descente. Alors vous commencez par la restituer brusquement dans le premier grand plongeon, et puis après plus lentement dans les autres boucles, jusqu'à l'arrêt final. Et quand vous serez arrêté, vous aurez entièrement restitué votre énergie de pesanteur. C'est un petit peu la même chose qui se passe dans un scénario d'inflation. Dans un scénario d'inflation, vous avez, pour des raisons inconnues, qui seront à déterminer plus tard par la théorie, accumulé une énergie du vide important. Donc je représente ici les énergies, et vous êtes dans un vide qui a une importante
énergie. Cette énergie va participer à l'expansion et créer cette expansion extrêmement rapide de l'univers tant que vous êtes dans ce vide-là, tant que vous avez accumulé cette énergie. Et à un certain moment, vous allez tomber dans un vide d'énergie beaucoup plus faible. Et c'est à ce moment-là que la période de l'inflation va se terminer. Vous allez, comme dans la chute de la montagne russe, vous allez restituer votre énergie. Et à partir de ce moment-là, l'expansion de l'univers va être plus lente et va être gouvernée par la matière lumineuse et sombre et par le rayonnement. On rentre dans une phase standard d'évolution de l'univers. Rappelons-nous que l'énergie du vide est due aux fluctuations quantiques. Ces fluctuations quantiques vont être un petit peu différentes en différents points de l'espace. Et donc la hauteur de l'énergie du vide, la valeur de l'énergie du vide va être un petit peu différente en un point de l'espace ou en un autre. Comme elle est responsable de l'expansion, elle va donc créer des petites différences d'expansion entre les différents points de l'espace. Et donc on en déduit qu'on attend des fluctuations dans le fond cosmologique, des fluctuations dues à cette petite différence d'expansion en différents points. Et ce sont ces fluctuations qui ont été prédites par la théorie de l'inflation. Il a fallu voir ensuite si on pouvait les observer dans le fond cosmologique. Voyons plus précisément quel est l'effet de ces fluctuations sur le fond cosmologique. Nous avons vu qu'au moment de la recombinaison de l'hydrogène, matière et lumière sont fortement couplées. Nous avons vu aussi qu'à cette époque, l'horizon est beaucoup plus petit et donc matière et lumière vont évoluer de façon couplée à l'intérieur d'un horizon relativement petit qui fait office de boîte. À l'intérieur de cette boîte, matière et lumière sont soumis à deux effets contradictoires. Le premier effet est l'effet d'attraction gravitationnelle de la matière qui tend à contracter les choses. Le deuxième effet est l'effet de pression due à la lumière. Vous avez tous vu ces petits objets des radiomètres où la lumière solaire émet de la pression sur des petites palettes et fait tourner les palettes du radiomètre. Eh bien, la lumière exerce une pression et à l'intérieur de l'horizon, la lumière va donc exercer une pression qui est antagoniste de l'attraction gravitationnelle. Ces deux effets vont créer des ondes de compression qui sont du type ondes sonores, un petit peu comme dans un coquillage, qui est une boîte aussi, qui représente notre horizon. Une petite fluctuation va créer un son relativement important, le son de la mer. Et bien de la même façon ici, les fluctuations quantiques de départ vont créer des fluctuations beaucoup plus importantes, qui sont ces fluctuations que nous allons observer dans le fond cosmologique. Ces fluctuations du fond cosmologique ont en fait été découvertes par le satellite COBE, le même satellite qui avait identifié précisément le spectre du corps noir. COBE a identifié des fluctuations infimes au sein du fond cosmologique au niveau de 1/100 millième, ce qui veut dire que le fond cosmologique est homogène et isotrope, mais qu'il y a d'infimes anisotropies ou inhomogénéités qui sont au niveau de 1/100 millième près. Alors vous avez ici un exemple de carte du fond cosmologique, une carte un peu plus précise que celle qui a été obtenue par COBE, où vous voyez ici des fluctuations. En bleu, ce sont des points de l'espace où l'énergie est un petit peu plus faible, 1/100 millième plus faible que l'énergie moyenne. En rouge, des points où l'énergie est un peu plus forte. Vous voyez ici, au niveau de ce qu'on appelle l'équateur dans le ciel, des fluctuations plus importantes qui correspondent à la galaxie et qu'il va falloir soustraire de façon à obtenir les fluctuations primordiales qui ont pour cause les fluctuations pendant la période d'inflation. Quand on a supprimé ces fluctuations associées à notre galaxie, on obtient des cartes du type de celle qui est accrochée ici, qui est la carte de Planck, le satellite qui a été lancé en 2009 pour observer de façon très précise les fluctuations du fond cosmologique. Vous voyez qu'ici, le travail de soustraction du fond galactique a été fait, et les fluctuations que vous avez ici sont vraiment les fluctuations primordiales, celles qui se sont imprimées sur le fond cosmologique et qui sont issues des fluctuations quantiques pendant la période d'inflation. Et donc, en reconstituant les empreintes qui sont ici,
Ceci nous permet de reconstituer l'histoire de l'univers dans les premières fractions de seconde après le Big Bang. Donc pour clore cette séquence, j'ai pensé que vous seriez intéressé à rencontrer George Smoot, qui est l'astrophysicien qui a découvert ces anisotropies du fond cosmologique, ces grumeaux dans le fond cosmologique, et qui a obtenu pour cela le prix Nobel de physique en 2006. Donc je vais aller chercher George. Welcome. Merci beaucoup. Thanks for being here. La première question que je voudrais lui poser, c'est quel était l'état d'esprit de la communauté scientifique au moment où il préparait la mission spatiale qui a amené à cette découverte. Donc, je vais traduire en anglais. What was the spirit of the scientific community at the time where you were preparing the mission? So we were still fairly early in the new stages of cosmology where we become modern and we start getting much more data. And the first part of what we were doing, we're trying ground-based and mountaintop experiments to show this radiation came from the Big Bang itself, and therefore we could use it as a tool. And one of the instruments on the COBE satellite was designed to measure the spectrum very precisely and did a very good job, the FIROS instrument. And the other instrument was the one that I was the PI for, which was to make the maps. That was, originally we were trying to understand the classical features of the universe. Is it expanding the same amount in all directions? Is it rotating? Does it have other big properties? And we were concerned that the galaxies and so forth would create noise on top of this. By the time COBE was ready to launch, because it took a long time, the question of how do galaxies and clusters of galaxies form became an important one, and there were papers being written saying the Big Bang is not the right theory, it can't make galaxies, it can't do other things. People had to invent dark matter in order to be able to explain how galaxies could form. So we were very interested. We even improved the sensitivity of our equipment during the construction time to be sure we could detect it at the lowest level that was absolutely necessary. Et est-ce qu'il y a eu un moment de la découverte, un moment où vous vous êtes dit, voilà, ça y est, j'ai les anisotropies du fond cosmologique, ou est-ce que ça a été un processus? So was there a moment of discovery where you decided that, yes, you have the anisotropies, or was it more like a continuous process? Well, there's two parts to it. There is the part which was, I would call the year of discovery, that we went to the launch. I had been pleading for them to turn the instrument on as soon as we could, so we see it survived launch. They were wanting to check out the spacecraft first, but as we made the first orbit over the South Pole, the sunlight reflecting off of the Antarctic ice made extra solar power. They asked if they could turn it on, which I said, of course, yes, so they could use the power. And immediately, as the spacecraft was rotating around, we swept past the moon. We could see the signal, and we also got a calibration signal, and we knew the instrument was working. By the end of the first day, we had our first map covering half the sky. It was still noisy. We knew we had to integrate for months before we would get both the whole sky and the noise down low, but we knew it was only a matter of time as long as the satellite kept functioning during that first year. So then we were busy working and improving our software and data analysis techniques and getting our calibrations better. And it got to the point where we were starting to see a signal, and then the question was, is that signal from the universe, or was it from our own instrument or from our own galaxy? So we spent a lot of time ruling those other things out before I would let myself and let the team believe we'd made a discovery, because if you believe you made a discovery, you quit looking to see if it's something else. And at that point, we had to look and see did it make sense, and there were certain things that didn't seem right. I did an analysis when I finally understood it. I had to first ask my graduate student to repeat the analysis separately so I didn't make a mistake. He was fiddling around doing other stuff, and so finally I said, don't leave tonight until you actually do this. It wasn't until 1 o'clock in the morning that he had repeated it and got the same answer I had. Then I knew we made a discovery. Et quelle était votre première réaction personnelle de réaliser qu'il y avait cette découverte? What was your first personal reaction? Yeah, so there were two big reactions. The first one happened that night at 1 o'clock in the morning.
It's very late at night. I'm walking home. The traffic lights are blinking instead of their usual, changing. And I don't even notice I'm walking. I'm just kind of floating along thinking about, finally we've discovered it. Now we have a tool in which to investigate the universe with. We'll make a lot of progress in science and cosmology. We'll reach back to a very early time. And that was it's euphoric kind of thing. The impact on how the rest of the community and how the world didn't come until NASA asked us to start preparing a press release. And we tried to explain it in terms that people would know. And that's like, you're in an operating room and you're operating on somebody in the emergency room and you look down and it's your son who's been in an accident. It's a different realization, right, in that situation. And so that was the time that I realized it was going to have a tremendous impact on the public. Et dans la communauté scientifique, quelles étaient les réactions dans les premiers jours et puis peut-être les premières conférences publiques? So what was the reaction in the scientific community, the first days and maybe the first conferences? So we chose to give our first presentation, our premiere, so to speak, at the American Physical Society meeting that happens in the spring. It's a very large meeting. Thousands of people come to it. We had presentations. Several people from my team made the presentations, and later we had a press conference. There were many scientists there, plus we invited some additional people because we knew we had exciting new results, and they were available for the press to ask questions about too later. And they were all excited, and they all accepted. Some of them thought of it as a historical moment. But it was very clear at the time that the community was accepting it as a great step forward and a good thing, because now we understood the Big Bang is likely to be the correct theory and that we had a tool to study it. But also the public and the press responded tremendously, and it drew much more attention. It caused more people to move into cosmology. It caused government agencies to think about funding more experiments, and as we see, 2 more satellites since then. Okay, thank you very much. Merci beaucoup. Je pense que c'était intéressant et important pour une découverte de ce calibre-là, d'avoir un petit peu la version en direct, la version de première main de comment s'est passée la découverte. Merci. Merci.